Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette visioconférence qui se déroule dans le cadre des Journées du futur bachelier, les JFB, et qui est consacrée aux études du domaine de la santé. Donc, nous sommes aujourd'hui à la faculté de médecine de la Timone et il y a autour de moi 8 intervenants qui vont vous présenter les formations offertes dans le cadre des études de santé. Donc des professeurs, des enseignants-chercheurs que je vous présenterai au fur et à mesure de leur PowerPoint. Donc vous allez avoir médecine, présentation de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité et soins infirmiers. Et nous aurons également une étudiante du tutorat associatif marseillais qui va vous présenter cette association qui aide les étudiants à réussir jusqu'à présent la PACES et puis dans le futur qui vous aidera à réussir votre première année. Dans une deuxième partie de cette visioconférence, donc, il y aura un moment d'échange avec vous par chat. Donc, nous vous demandons d'écrire des questions sur les ordinateurs qui sont à disposition dans votre établissement et nous y répondrons au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Même au fur et à mesure que les intervenants vont faire défiler leur PowerPoint, si vous avez des idées, notez-les. On y répondra tout de suite après. Voilà, donc vous êtes donc tous des élèves de première et donc vous avez entendu parler de la réforme des études de santé, je suppose. Cette réforme va vous concerner, ce sera votre génération qui va entamer cette réforme. Donc on va vous présenter un petit peu les éléments dont on a connaissance, qui sont de façon assez générale pour l'instant. Je pense que petit à petit, on vous donnera plus d'éléments au cours d'année prochaine. Pour l'instant, je vais laisser la parole au professeur Chaumoitre qui va vous expliquer les études de médecine globalement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, comme on l'a dit, on va essayer ce matin de vous montrer les différentes possibilités d'études de santé et pour ma part, j'essaierai de vous donner les premières lignes de la réforme qui est en cours, mais qui, pour l'instant, n'est pas encore aboutie, sur lequel nous n'avons pas encore toutes les notions, et on verra ça dans cette présentation. Donc, pour commencer, je vais passer assez rapidement sur la PACES actuelle, puisqu'elle ne va pas vous concerner. Mais donc, nous allons traiter ce matin toutes les études médicales et les métiers en lien avec la filière médecine en premier temps, puis les différentes filières ensuite. Donc, vous savez qu'actuellement, la PACES, qui concerne encore ceux qui vont rentrer en première année en septembre, comprend une année commune avec un tronc commun et des matières spécifiques. Vous allez voir ces différentes possibilités dans cette visioconférence. Vous avez sur cette image le nombre de places actuelles de cette année. Donc ça correspond à ce qu'on appelle le numerus clausus, c'est-à-dire des places limitées. Et nous verrons ensuite dans cette présentation quelle est l'évolution de la réforme. Vous avez dû tous entendre qui a été votée la fin du numerus clausus, donc on va en discuter juste après. Donc, bien savoir qu'il est possible de candidater sur plusieurs filières. C'est le principe de cette première année de santé qui permet à un étudiant de choisir plusieurs filières au complet. Voilà comment a été la première année actuelle, avec différents modules, des modules généraux qui sont communs à tous les étudiants, notamment la biochimie, la biocellulaire, la biophysique, et des modules spécialisés. Le déroulement actuel, c'est une inscription via Parcoursup, des cours qui commencent en début septembre avec un tronc commun, une première épreuve qui est fin septembre, et ensuite une deuxième partie de l'année qui comprend à la fois du tronc commun et des filières spécifiques, avec une deuxième épreuve qui a lieu et un résultat final début juillet. En sachant qu'en fonction des options choisies, elles ont un coefficient de pondération différent selon si vous voulez faire médecine, odontologie, maïeutique. À la fin de cette première année, vous allez passer en deuxième année de médecine par exemple, une autre filière de soins que vous allez voir tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qui est fait actuellement avec la possibilité de passerelle sur lequel je vais un petit peu insister, puisque en fait, c'est ce système de passerelle qui va être généralisé dans la réforme. Et les passerelles qui existent sont actuellement des passerelles sur 3 licences, sciences de la vie, chimie et STAPS, qui permettent aux étudiants qui n'ont pas réussi la PACES de pouvoir tenter de rentrer en études de médecine après avoir fait un passage dans ces licences. Après la première année, donc on a une deuxième et une troisième année qui permet d'arriver à un niveau licence.
Pendant ces 2 années, ce sont des années sur lesquelles on va avoir des enseignements spécifiques, l'anatomie, la génétique, la sémiologie, et vous allez commencer à avoir des enseignements pratiques, notamment sur des mannequins, pour savoir faire les premiers gestes, pour que les premiers gestes ne soient pas faits sur le patient, mais sur un mannequin. Donc, par exemple, faire des plâtres, des points, apprendre les soins d'urgence. Vous aurez aussi une formation à la recherche, pour que ceux d'entre vous qui peuvent être intéressés par un cursus plus orienté vers la recherche puissent le faire. Vous commencerez à aller un petit peu à l'hôpital, donc en 2e année, c'est juste le mercredi après-midi. En 3e année, ça va être 3 matins par semaine. Et vous pourrez effectuer un service sanitaire qui est fait en 3e année en médecine et qui vous permet d'aller faire des messages de prévention au sein des écoles, après avoir eu une formation sur la prévention. Après cette première partie, donc, qui correspond au niveau licence, il y a la 4e, la 5e et la 6e année qui correspondent à un niveau master. Donc ces 4e, 5e et 6e années sont aussi en réforme actuellement. Donc actuellement, sur ces 3 ans, c'est un apprentissage de connaissances qui va préparer un examen. Cet examen, pour le moment, il est en fin de 6e année, il va probablement passer en fin de 5e année dans la réforme. Et donc vous aurez des stages à l'hôpital tous les matins. Il faut savoir que ces études de médecine, c'est vraiment des études un peu comme des études en alternance. Vous allez avoir à chaque fois un lien fort avec les stages hospitaliers. Donc l'hôpital le matin, les cours l'après-midi. Si possible, une synchronisation pour avoir l'hôpital sur le même thème que le cours que vous avez, et des examens qui sont à la fois des examens de connaissances, mais aussi des examens de compétences, donc des examens où vous allez montrer que vous savez examiner un patient, vous savez évoquer des diagnostics, et commencer aussi les gardes à l'hôpital, donc prendre des services de garde dans les urgences. L'examen qui va s'occuper de voir les compétences, les connaissances est actuellement en 6e année, donc dans la réforme, on va passer en 5e année. Actuellement, dans la réforme, ce qui est prévu, c'est d'avoir à la fois un examen de compétences, un peu plus poussé qu'actuellement, d'avoir un examen de connaissances en fin de 5e année qui sera sur vraiment le socle que tout médecin doit savoir, et d'orienter plus les étudiants avec un parcours très personnalisé, donc d'augmenter le côté personnalisé du suivi de l'étudiant, pour qu'ils puissent choisir ensuite la spécialité qu'ils vont pouvoir faire en médecine. Et enfin, le 3e cycle. Pendant cette période du 3e cycle, vous allez être à l'hôpital toute la journée, vous occupez des patients, et vous aurez des compléments de cours pour être performant dans votre spécialité. À la fin, vous allez être docteur en médecine, avec ce doctorat et un diplôme d'études de spécialité. Ces activités médicales, donc dans le futur, elles pourront être dans un secteur public, donc à l'hôpital, ou dans des structures publiques autres, comme les maisons de retraite, à l'école par exemple. Ça peut, au niveau hospitalo-universitaire, il s'agit à la fois de s'occuper des soins du patient, mais aussi d'enseigner la médecine et de faire de la recherche. Ça pourrait être aussi en secteur privé, bien sûr. Vous pourrez travailler dans l'assurance maladie, dans les collectivités. Alors, qu'en est-il de la réforme du 1er cycle? Donc elle va changer la base de cette réforme, c'est de se dire que il y a plusieurs choses. Il y a le fait de supprimer le numerus clausus, mais tout en gardant des études qui vont être sélectives, puisque actuellement, ça ne sera pas une ouverture très importante du nombre de postes, parce qu'il faut pouvoir former les étudiants qui veulent faire des études de santé, et il faut après avoir suffisamment de médecins sur le territoire. Alors pour la réforme, pour la rentrée 2020, donc ça va vous concerner vous qui êtes en première. Pour le moment, on reste sur une inscription par Parcoursup. Après, 2 possibilités. Soit une première année par le portail santé. Alors le nom de ce portail n'est pas encore décidé. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas décidé dans cette réforme. Mais on va l'appeler portail santé pour simplifier. Donc il sera le nouveau nom de la PACES. Donc ce portail santé, il comprendra un tronc commun, comme maintenant, probablement modifié avec un peu plus de matières autour des sciences humaines, des matières plus ouvertes pour que les étudiants qui font des études de santé aient une première année qui leur ouvre plus de choses que des matières uniquement scientifiques. Le but étant d'un petit peu limiter ce côté filière uniquement pour les matières scientifiques S. Donc les possibilités ne sont pas encore décidées de ces matières différentes. Mais on peut imaginer éventuellement une ouverture sur du droit, sur de sciences économiques, mais bien sûr adapté à la santé, donc des modules un petit peu plus ouverts. Donc ça, c'est pour ce tronc commun.
L'examen va aussi être modifié parce qu'il est fort probable que cette première année soit sanctionnée à la fois par un écrit et par un oral, ce qui va être une modification importante de cette première année. Un examen écrit qui va permettre de sélectionner une partie des étudiants. Admettons qu'il y ait 200 places qui va sélectionner 300 ou 400 étudiants. Et ensuite un examen oral qui permettra de sélectionner ceux qui seront reçus à l'examen. Autre gros changement de ce portail santé, il n'y aura plus de redoublement. Ce portail santé sera pour 1 an. Donc pendant ce portail santé, vous aurez un tronc commun, plus de matières de sciences humaines, un examen qui mêlera probablement écrit et oral, et pas de possibilité de redoublement. Si vous réussissez cet examen, ça va vous permettre de rentrer en deuxième année de médecine, comme maintenant, et le nombre de places prévues, je vous ai dit que le numerus clausus avait disparu, en fait il est remplacé par la capacité de formation de chaque faculté. Donc chaque faculté devra dire quelle est sa capacité de formation, donc le nombre de places disponibles en deuxième année des différents métiers de la santé. Donc ce nombre de places va être choisi en fonction des capacités de formation pour la suite des études. Donc ce qui est probable, c'est que ça va augmenter un peu les places, mais ça ne sera pas une augmentation massive des places. Ça sera de l'ordre, sur le territoire, d'environ 20%. Sur la faculté à Marseille, ce n'est pas du tout décidé. Mais globalement, le numerus clausus est remplacé par la capacité de formation, et que cette capacité de formation, elle est décidée par chaque fac, donc ça remet un peu de choix au niveau local, et en collaboration avec les agences régionales de santé, donc les ARS, qui sont celles qui savent les besoins de médecins dans le territoire. Donc les ARS vont regarder les besoins de médecins dans le territoire, et les facultés vont regarder les possibilités de formation, et avec ça, on va décider le nombre de places en deuxième année. Ces places-là, 60% de ces places seront accessibles par ce portail santé. Donc pas toutes les places, 60% de ces places environ. C'est pareil, le pourcentage n'est pas encore décidé de façon certaine. Donc ces places qui seront accessibles, soit l'étudiant réussit son portail santé avec admission orale et donc il passe en deuxième année, soit il a une note inférieure à 10 sur 20, donc il n'a pas réussi son année de première année, il n'a pas eu la moyenne. À ce moment-là, il ne pourra pas redoubler. Et du coup, il pourra aller dans n'importe quelle autre licence de Aix-Marseille Université. Donc ça, c'est s'il a moins de 10 sur 20. Si, en revanche, il n'a pas réussi, mais qu'il a plus de 10 sur 20, il pourra rentrer directement en deuxième année de licence. Donc il n'aura pas perdu un an. Donc deux possibilités, soit il a moins de 10 sur 20, il peut aller en première année de licence, soit il a plus de 10 sur 20, mais il n'a pas été pris, il peut aller en deuxième année de licence. S'il veut quand même faire des études de santé, tous les étudiants auront 2 chances. Actuellement, vous pouvez redoubler la première année de médecine, enfin la PACES. On gardera ces 2 chances dans la réforme. Donc quelles seront les 2 possibilités? Soit vous faites portail santé, vous allez dans une des licences en fonction de si vous avez la moyenne ou pas. Vous demandez à avoir une option santé dans votre licence et vous essaierez de rentrer en deuxième année des études de santé. Ça vous fera une 2e chance. Soit vous avez eu plus de 10 sur 20, vous rentrez en deuxième année de licence, et pareil, vous prenez cette option santé, et vous pourrez aussi tenter de rentrer dans l'étude de santé avec une possibilité de ré-rentrer. Donc ces possibilités de rentrée qui sont soit en L1, soit en L2, vont représenter les 40% restantes des places en deuxième année. Donc cette possibilité-là, elle existe déjà, c'est ce qu'on appelle les passerelles. Enfin tout ce qui est alter passes, et actuellement ça représente, je vous ai dit, entre 7 et 9%. Donc la différence majeure de la réforme, c'est que ça va devenir une voie importante qui va représenter jusqu'à 40% des places. Donc ce 60%, 40% pour l'instant n'est pas encore fixé par les décrets, hein. C'est les premières discussions avec le ministère, mais c'est pas encore complètement fixé. Donc comment ça va se passer? Donc ceux qui ne veulent pas s'inscrire en portail santé d'emblée pourront s'inscrire d'abord en licence et rentrer ensuite en médecine. Ce n'est pas obligé de passer par le portail santé. Les 2 possibilités seront données aux étudiants. Ce qui a été choisi dans Aix-Marseille Université, on a la chance d'avoir une université globale qui comprend, qui a pu faire la fusion des différentes universités qui existaient avant. Donc ce qui a été choisi, c'est que cette possibilité soit accordée à toutes les licences d'Aix-Marseille Université. Donc toutes les licences, que ce soit la licence de droit, la licence de sciences, les licences de sciences éco,
auront la possibilité de cette option santé. Et cette option santé, du coup, les cours seront mis en ligne pour être accessibles à toutes les licences. Donc, si vous vous inscrivez en licence et que vous avez la volonté d'éventuellement faire des études de santé, vous pourrez demander cette option santé et avoir la possibilité de rentrer en deuxième année des études de santé. Donc, les conditions de rentrée ne sont pas du tout encore calées. Ça sera probablement en fonction des notes de votre licence, en fonction des notes de votre option santé et avec un dossier et un oral. Mais pour le moment, les conditions de rentrée ne sont pas du tout calées. Donc cette rentrée pourra être soit en L1, soit en L2. Donc pareil, l'étudiant qui va rentrer, lui, directement en L1, sans passer par le portail santé, il pourra tenter de rentrer en médecine ou en autre études de santé à la fin de la première année de licence. Et s'il rate, il aura aussi une deuxième chance et pourra rentrer en deuxième année de licence. Donc dans tous les cas, il va y avoir 2 chances. Donc globalement, si on résume, la grosse modification, c'est avoir la possibilité de faire soit un portail santé, soit une autre licence avec une option santé. Le fait que tous les étudiants ont 2 chances de pouvoir rentrer dans les études de santé, et avec cette option santé qui sera une option en ligne proposée dans les différentes licences. Et plus de redoublement du portail santé, la deuxième possibilité étant en allant en licence. Donc l'intérêt de cette réforme est de ne pas laisser sur le carreau 80% des étudiants qui ratent la PACES actuellement, et d'avoir des étudiants qui continuent du coup sur leur voie. Par exemple, vous faites votre portail santé, vous aimez bien, dans ce que vous avez fait, vous avez bien aimé l'option droit, l'unité d'enseignement sur le droit de portail santé. Malheureusement, vous ratez, vous allez aller en fac de droit. Vous pouvez prendre votre option santé en vous disant que peut-être quand même vous pourrez re-rentrer en études de santé. Mais si jamais vous n'y arrivez pas, vous allez faire votre licence de droit et vous aurez donc finalement un métier qui est quand même dans ce qui vous plaît dans la vie. Donc l'intérêt, c'est d'arriver à ce que tous les étudiants aient une formation qui leur convienne et au bout, surtout, un métier qui leur plaise. Voilà, je vais laisser la parole à la pharmacie et puis on sera disponible pour vos questions en fin de présentation. Alors bonjour à tous. Donc avant de rentrer dans la présentation de ce qu'est la pharmacie et ses études, je voudrais juste vous dire que choisissez une orientation, si je puis me permettre de vous donner un conseil. Choisissez une orientation non pas par rapport à des études, mais par rapport à un métier dans lequel vous voulez exercer ou vous imaginez exercer. Les études n'étant que le moyen d'arriver et d'accéder à ces métiers. Et donc c'est pour cette raison que ma présentation va plus s'orienter sur les métiers que l'on peut faire en ayant fait les études de pharmacie plutôt que sur les études de pharmacie elles-mêmes. Peut-être que également, bon nombre d'entre vous pensent que si je fais des études de pharmacie, eh bien le seul métier auquel je vais pouvoir accéder, c'est être pharmacien dans une officine, donc pharmacien comme celui que je fréquente de temps en temps dans la pharmacie de mon quartier. Eh bien, je vais vous montrer qu'il existe beaucoup d'autres débouchés. Certes, c'est un débouché, mais il en existe beaucoup d'autres. Alors, qu'est-ce que pharmacie? Donc, ce sont des études professionnalisantes, comme d'ailleurs toutes les formations qui vont vous être présentées aujourd'hui. Ce sont des études passionnantes, puisqu'elles sont très variées, je vais vous le montrer, et qui sont focalisées, bien sûr, sur le domaine de la santé, mais également sur le médicament, sur les produits de santé, autres que le médicament. C'est une formation très multidisciplinaire et c'est en raison de cette multidisciplinarité que eh bien, vous aurez la possibilité d'accéder à des métiers très variés. Et pendant ces études, vous avez la possibilité de parcours personnalisés où vous aurez effectué de nombreux choix, que ce soit des unités d'enseignement, des stages ou encore une orientation. Et donc, comme je vous le disais, donc des études qui permettent d'accéder à de nombreux métiers. Alors, revenons sur les disciplines qui sont enseignées. Donc, vous voyez qu'elles sont dans différents domaines, que sont les sciences fondamentales, la physiologie, les sciences de la nature. Donc autour de ces thèmes, on a différentes disciplines qui sont enseignées et par la suite, dans les études, eh bien, on se focalise sur les pathologies médicales, les sciences du médicament, également des sciences humaines qui sont enseignées. Donc vous le voyez, une multitude de disciplines qui permet d'ouvrir sur de nombreux métiers. Alors, voilà quel est le schéma des études. Donc aujourd'hui la PACES, mais demain soit le portail santé, soit un accès par
donc diverses licences. En deuxième année, on rentre dans les études de pharmacie, et donc avec tout d'abord en bleu un tronc commun, et à partir du milieu de la quatrième année, eh bien, on doit choisir une orientation, avec principalement 3 grandes orientations. L'officine, donc c'est la pharmacie que vous connaissez dans votre quartier, les métiers de l'industrie, donc on a une formation qui se fait en 6 ans, et une formation un peu plus longue qui passe par l'internat, qui demande de présenter un concours, le concours de l'internat, et qui donne accès à d'autres métiers que les filières officine et industrie. Alors il ne faut pas voir l'internat comme des études plus longues, mais c'est déjà une première expérience professionnelle, puisque quand vous êtes interne, eh bien, à partir de la première année d'internat, eh bien, vous êtes rémunéré, vous avez un salaire, donc c'est véritablement une première expérience professionnelle pendant laquelle vous continuez bien sûr à apprendre et à vous former à votre futur métier. Alors revenons sur ces différents métiers. L'officine tout d'abord, eh bien le pharmacien d'officine, c'est une porte d'entrée dans le système de santé, puisque finalement c'est le seul professionnel de santé qui est accessible sans rendez-vous. Vous pouvez vous présenter dans une officine par rapport à un problème que vous avez pour lui demander conseil. C'est un professionnel de santé qui est spécialiste du médicament, puisque ses études le forment à cela. Et en ce sens, il est le garant du bon usage des médicaments. Et indépendamment de cela, vous aurez le privilège de pouvoir vous impliquer dans des nouvelles missions qui sont confiées aux pharmaciens d'officine notamment, avec une implication dans de l'éducation thérapeutique, le fait d'être impliqué dans le dépistage de maladies. Et même aujourd'hui, les pharmaciens d'officine peuvent également vacciner contre la grippe. Et indépendamment du médicament, le pharmacien est formé à d'autres disciplines qui lui permettent de donner des conseils pertinents dans les domaines de la nutrition, de la phytothérapie par exemple. À côté de la pharmacie, le monde de l'industrie, donc la découverte d'un médicament, eh bien, passe par un grand nombre d'étapes, depuis toute la recherche à partir de rechercher des substances à partir de plantes ou par synthèse chimique, qui, quand elles ont un intérêt, sont testées d'abord sur des cellules, puis après chez l'animal, avant d'être testées chez l'homme. Et ensuite, une fois que l'on a montré l'intérêt chez l'homme d'un médicament, eh bien, d'une substance active, il va falloir la passer de la production de quelques grammes en laboratoire à des kilos ou des tonnes pour la produire à l'échelon industriel. Ensuite, donc, on passe de la substance active au médicament. Donc, on va mettre ce médicament en forme galénique. Qu'est-ce que c'est qu'une forme galénique ? Eh bien, c'est des comprimés, des gélules, des solutions injectables, des pommades, etc., etc. Donc, la forme galénique la plus appropriée pour que ce médicament soit le plus efficace pour soigner ceux qu'il est censé soigner. Une fois ces formes galéniques, ces médicaments produits, eh bien, il va falloir les vendre, les distribuer dans les réseaux sécurisés que nous avons en France, donc que ce soit vers les officines en ville, soit vers le milieu hospitalier. Eh bien, au niveau de chacune de ces étapes du développement d'un médicament, eh bien, il existe des métiers pour des pharmaciens. Donc, on les retrouve à chacune de ces étapes de la chaîne de recherche jusqu'à la vente d'un médicament. À côté de l'industrie du médicament, on retrouve des pharmaciens dans de nombreux autres domaines de l'industrie. L'industrie cosmétique, l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimique, l'industrie aérospatiale, également dans le domaine des dispositifs médicaux. Alors les dispositifs médicaux, c'est un domaine où vous retrouvez grand nombre de produits qui sont commercialisés. Il y en a des très simples, vous connaissez des seringues, des cathéters, des sondes urinaires, mais cela peut aller jusqu'à des dispositifs médicaux de très haute technologie. Vous avez un cœur artificiel. On retrouve également, et de plus en plus, puisque ces industries se développent de plus en plus à l'heure actuelle, des pharmaciens dans les industries des biotechnologies.
Troisième type de filière, donc en passant le concours de l'internat, donc en étant interne pendant 4 ans, un premier débouché, les métiers de la biologie. Donc vous avez peut-être fréquenté un laboratoire d'analyse médicale en ayant fait des analyses de sang ou des analyses d'urine. Eh bien, ce sont des biologistes qui réalisent ces analyses. Alors, on peut accéder au métier de la biologie par les études de pharmacie, mais également par les études de médecine. Donc les biologistes, eh bien, ils vont travailler soit dans les laboratoires d'analyse privés, soit dans les laboratoires que l'on retrouve dans les hôpitaux pour justement aider les médecins au diagnostic des pathologies. Le deuxième domaine est celui de la pharmacie à l'hôpital. Eh bien, quand les patients sont hospitalisés, ils ont des médicaments. Et quand il y a des médicaments quelque part, il n'y a jamais très loin un pharmacien. Et de ce fait, donc, les pharmaciens à l'hôpital, dans la pharmacie de l'hôpital, eh bien, s'occupent d'approvisionner les services de soins en médicaments, mais aussi, et en particulier en dispositifs médicaux, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils ont également d'autres responsabilités. Ce sont eux qui stérilise tous les dispositifs médicaux qui sont utilisés et le matériel chirurgical utilisé lors des interventions au niveau des blocs opératoires. Et de ce fait, donc finalement, la pharmacie d'un hôpital est un peu une plaque tournante au niveau de cet hôpital au service des unités de soins et des blocs opératoires. Donc on retrouve des pharmaciens à l'hôpital dans les hôpitaux publics, mais également dans les cliniques privées. Et sachez que par cette voie, vous pouvez également rejoindre le monde industriel pour travailler par la suite. Également, par cette formation, on peut accéder à des métiers dans des agences de santé, que ce soit au niveau régional ou au niveau national. Il existe enfin une troisième possibilité de déboucher par l'internat. Elle s'appelle Innovation pharmaceutique et recherche. Et en fait, pendant ces 4 ans, vous allez vous former à la recherche en effectuant un master de recherche et une thèse de recherche. Et pendant ces 4 ans, donc, ceci vous permettra de vous former pour postuler à des postes qui sont soit des postes de recherche soit dans le domaine public, à l'INSERM, au CNRS par exemple, ou alors dans le privé, dans l'industrie, dans différents types d'industries. À côté de la recherche, les autres débouchés sont des carrières d'enseignants-chercheurs, donc enseigner à l'université, par exemple à la fac de pharmacie. Dernière possibilité de métier, voilà, c'est là. Donc vous pouvez combiner, comme c'est le cas pour médecine d'ailleurs, des métiers d'enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires. Pour cela, il faut passer par le DES de biologie ou par le DES de pharmacie et vous pouvez accéder et tout en vous spécialisant en recherche, vous pouvez exercer ensuite un métier qui comporte donc une partie hospitalière, d'activité hospitalière en biologie ou en pharmacie et de l'enseignement et de la recherche. Donc voilà pour ces différents métiers. Et finalement, avant que je commence à vous parler, peut-être que majoritairement, vous pensiez que les études de pharmacie ne menaient qu'à l'officine. Et à ce niveau-là, vous voyez qu'en fait, ces études mènent certes à l'officine, mais également donc différents métiers en pharmacie hospitalière, en biologie médicale, en recherche, en santé publique et également dans de nombreux métiers de l'industrie. Donc si vous êtes intéressé par cela, il y a la possibilité d'avoir plus d'informations sur le site notamment du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, où vous tapez, vous allez chercher Pharma est pour moi, vous avez un questionnaire pour voir si ça vous convient, si ça vous correspond. Et pour retrouver un peu des informations complémentaires sur les métiers auxquels permettent d'accéder les études de pharmacie, vous pouvez aller sur YouTube et rechercher en tapant ce genre de mots-clés, tomber sur des vidéos qui vous présentent différents métiers. Dernière information, si vous êtes intéressé par les métiers de l'industrie, dans l'industrie du médicament, le syndicat des industries pharmaceutiques, sur son site, propose un certain nombre de fiches métiers pour les pharmaciens. Donc voilà pour cette présentation. Et donc encore une fois, choisissez des études par rapport à un métier que vous voulez faire, mais pas par rapport à des études que vous voulez faire. Et encore une fois, même si la PACES disparaît, ces études resteront malgré tout sélectives. Tout le monde ne pourra pas faire ni médecine, ni pharmacie, ni odonto, etc.
Et donc sachez que malgré tout, eh bien, tous ceux qui réussissent, tous ceux qui font ces études, eh bien, ont tenté leur chance à fond, donc faites comme eux. Voilà. Bonjour à tous, eh bien, on va continuer la saga des études médicales et puis on va passer à l'odontologie qui est peut-être méconnue là aussi sur l'ampleur des métiers disponibles. Et donc je voudrais d'abord souligner que l'odontologie c'est une discipline médicale, c'est un véritable métier de santé qui va combiner plusieurs approches que vous allez apprendre durant vos études et des études qui vont vous y préparer de manière là aussi professionnalisante. Alors, quels sont les éventails de ces métiers? Comme vous l'a dit mon collègue pour pharmacie, vous avez plusieurs domaines d'activité dans lesquels vous allez pouvoir exercer d'une manière généraliste ou d'une manière un peu plus spécialisée. C'est avant tout une forme populationnelle où vous allez soigner des enfants, que ce soit de l'odontologie pédiatrique, ce qui peut ressembler à la pédiatrie de médecine, mais aussi à l'orthopédie dentofaciale, ce que vous connaissez tous sûrement, c'est-à-dire aligner les dents des enfants. Ensuite, il y a une partie chirurgicale et puis une partie plus médicale et de réhabilitation des patients qui ont perdu leur fonction masticatoire. On va y revenir un petit peu en photo pour que vous y voyez plus clair. Bien, tout d'abord, l'odontologie de l'enfant, ça peut être simplement soigner des enfants. Donc ça, vous le ferez tous dans un cabinet dentaire. Et puis, vous aurez accès aussi à des soins un petit peu plus spécialisés via l'internat, là encore, sur des enfants qui sont peu coopérants ou des enfants atteints de maladies génétiques. Et puis, en bas, vous allez aussi aligner les dents des enfants. Et ça, c'est l'orthopédie dentofaciale. Ensuite, vous avez une grande partie de l'odontologie qui est tout de même chirurgicale. Donc, dans vos choix, il faut savoir que vous devez aimer, bien sûr, cette partie chirurgicale, parce que c'est une partie non négligeable. Alors, ça peut être soit corriger des défauts anatomiques dans la bouche d'un patient, ou bien faire des extractions, assainir une cavité buccale, modifier une anatomie, par exemple poser des implants avec des greffes osseuses. Et puis, vous avez à soigner tout ce qui est maladie parodontale, aménager les tissus de soutien avant de réhabiliter vos patients. Donc, cet éventail est extrêmement important dans les études d'odontologie. Enfin, vous avez tout ce qui est odontologie de réhabilitation, où vous allez soigner soit un organe dentaire, au niveau de la pulpe, comme vous voyez ici, en faisant des traitements canalaires. Là aussi, il y a des parties qui sont un petit peu plus chirurgicales. Et puis, vous avez des réhabilitations prothétiques lorsque manque des dents. Vous n'avez peut-être pas été confronté encore à ce problème, enfin je l'espère, mais sûrement vos parents avec des confections de bridge, pour vos grands-parents des confections d'appareils complets, des poses de racines artificielles que sont les implants. Donc tout ça, ça va s'entremêler et ce qui est la difficulté principale des études d'odontologie, c'est qu'il y a beaucoup de domaines disciplinaires qui sont mélangés et vous devez avoir des compétences à la fois manuelles mais aussi d'interprétation et intellectuelle. Et donc, il y a une phase très importante de diagnostic que vous allez apprendre à mener avec des choix thérapeutiques et des élaborations de plans de traitement. Et ça, ces activités intellectuelles, elles sont aussi très importantes et au moins aussi importantes que les activités manuelles. Et souvent, on pense qu'il s'agit avant tout de dispositions manuelles qui sont prépondérantes, mais généralement, c'est les activités intellectuelles qui sont le plus discriminantes dans ces études, puisque même si on est moyen sur le plan manuel, eh bien, on arrive toujours à progresser. Par contre, la capacité d'analyse est vraiment très importante. Alors, pour y rentrer, eh bien, le professeur Chaumoitre vous a fait déjà un petit panorama de ce qui va changer pour l'accès en deuxième année. Ensuite, a priori, il n'y aura pas de grands changements dans le déroulement des études, à part, là encore, sur la capacité d'accueil en deuxième année d'odontologie. Aujourd'hui, on est à 73, plus ou moins une place. Effectivement, notre capacité d'accueil est à peu près ce qu'on vous a dit sur le plan national, peut-être à 20% de plus, mais pas beaucoup plus, parce que nous sommes là aussi dépendants du personnel et des locaux disponibles. Donc, à l'issue du recrutement, que ce soit PACES aujourd'hui ou Portail Santé demain, eh bien, vous aurez 2 années qui vont être des années de formation générale en odontologie. Et puis ensuite, c'est
C'est un peu de la préclinique. Vous aurez 2 années plus cliniques avec des stages hospitaliers tous les jours de la semaine dans lequel vous allez pratiquer de manière à peu près autonome. J'y reviendrai plus tard. Et ensuite, vous voyez, pour ceux qui s'y intéressent, soit il y aura un cycle court. Là encore, il y a une réforme en cours du 3e cycle où on va essayer de se caler un petit peu sur médecine pour avoir un 3e cycle court d'internat en odontologie générale. Et puis après, vous avez un cycle plus ou moins long d'internat qui peut aller jusqu'à 4 ans. Et le tout va déboucher sur un doctorat en chirurgie dentaire. Alors, les spécialités depuis 2011, alors la différence de médecine, c'est que ce n'est pas un examen national classant et que seuls les étudiants intéressés vont s'y préparer, généralement à la fin de la 5e année, mais ils peuvent s'y préparer et présenter aussi ce concours à la fin de la 6e année, s'ils ne l'ont pas eu à la fin de la 5e année. On a à peu près 110 postes par an, dont 9 à Marseille. Donc bien sûr, là encore, comme pour médecine et pharmacie, c'est le parcours qui est privilégié pour l'accès aux carrières hospitalo-universitaires. Il y a un internat en médecine bucco-dentaire qui est un internat un peu généraliste. Et là, dans la réforme, c'est cet internat qui va changer et qui va peut-être se diviser en spécialités un petit peu plus pointues. Aujourd'hui, c'est une spécialité d'odontologie assez générale et qui s'adresse aux patients les plus délicats qui ne sont pas pris en charge dans les structures privées, dans les cabinets, à savoir des patients atteints de pathologies lourdes ou porteurs de handicap, ou des actes techniques qui sont trop importants pour un plateau technique de cabinet qui vont être référés à des spécialistes. Vous avez ensuite, bien sûr, l'internat en orthopédie dentofaciale. Et puis, enfin, vous aurez un internat en chirurgie orale pour tout ce qui est chirurgie un peu plus avancée. Cet internat est mixte et accessible aussi à certains internes venant de médecine et qui présentent la même spécialité. Et donc, nous avons des parcours communs. Alors, en ce qui concerne l'apprentissage en lui-même, donc comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez une partie qui est jusqu'à la 3e année, essentiellement théorique, avec beaucoup de cours, de disciplines fondamentales, mais aussi cliniques, que vous allez avoir dans les locaux de la faculté d'odontologie de Marseille. Durant ces études de préclinique, je dirais, il y a un éventail, comme vous avez vu, c'est la même diapo que mon collègue de pharmacie vous a présenté, avec tout un tas de matières, que ce soit des sciences fondamentales, des sciences de la vie, des sciences humaines, des sciences odontologiques et des sciences de la santé. Vous voyez que dans ce premier cycle, les sciences odontologiques ne représentent à peu près qu'un quart, un cinquième du volume de l'enseignement. Ensuite, parallèlement, comme pour médecine, vous aurez une acquisition de compétences gestuelles pour ne pas réaliser ces premiers gestes sur vos patients. Et donc, nous avons des salles de simulateurs à la faculté avec des fantômes sur lesquels vous allez faire vos premiers soins de dents, vos premiers actes prothétiques, et tout cela pendant 2 ans sur des TP qui s'échelonnent à peu près tout le long de l'année sur des après-midi. Enfin, lorsque vous passez en 2e cycle, à partir de la 4e année, vous allez mêler à la fois cet apprentissage théorique, mais vous allez commencer à travailler en autonomie accompagnée, en centre de soins. On vous confiera des patients et puis vos enseignants seront là pour vous guider et vous apprendre à travailler de manière autonome. Alors, d'abord, en 4e année, vous travaillerez en binôme avec un 6e année, en 5e année en autonomie entière, et puis en 6e année, vous commencerez à la fin du 2e semestre à partir en stage actif dans des cabinets privés où vous pourrez travailler là de manière totalement autonome. Si vous choisissez la voie de l'internat, bien sûr, vous travaillerez à l'hôpital pendant 3 ou 4 ans, où vous prendrez en charge des patients un petit peu plus complexes et vous aurez un diplôme d'état spécialisé là encore. Alors ce métier, vous avez la chance de connaître des évolutions technologiques majeures.
qui sont aujourd'hui la dentisterie micro-invasive. Vous voyez sur la diapositive en haut, nous avons aujourd'hui des microscopes qui nous permettent de moins délabrer les dents, de travailler de manière beaucoup plus fine, de pouvoir aller faire des traitements canalaires de manière très précise. Et puis, il y a eu un essor depuis 10 ans très important de l'implantologie, où vous avez cette activité chirurgicale de pose d'implant qui est là encore majeure. Et surtout, l'industrie pharmaceutique nous a apporté de nouvelles technologies comme la conception et la fabrication assistée par ordinateur qui nous permet aujourd'hui de prendre des empreintes non plus avec des matériaux empreintes mais avec des caméras optiques et puis de concevoir des dispositifs médicaux sur mesure grâce à des ordinateurs en gérant la fabrication de vos pièces prothétiques. Donc un métier qui évolue beaucoup vers la technologie et qui nécessite bien sûr des investissements lourds. Alors pour conclure, il faut retenir que c'est une profession avant tout médicale, très largement exercée sous forme libérale, mais ces derniers temps, on voit que de nombreux étudiants s'orientent vers des activités plus salariées, que ce soit dans des cliniques, des centres de santé, dans les hôpitaux aussi, ou dans des structures nationales. Il y a une implication très forte dans la relation de soins, parce que, contrairement à un spécialiste de médecine, vous verrez votre patient longtemps, souvent, dans un très grand nombre de séances, ce qui va induire une relation de soins qui est assez particulière et des patients qui sont assez fidélisés. En plus, tout ce qui est douleur, tout ce qui est anxiété, quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer et qui fait partie, bien sûr, de votre enseignement. Ensuite, la composante manuelle et technologique est extrêmement importante, vous l'avez vu, parce que c'est une activité qui est essentiellement chirurgicale, mais pas que. Et aujourd'hui, l'ampleur de la technologie et de l'évolution de la profession font que ce sont toujours, bien sûr, des études longues, avec un investissement personnel qui me semble assez indispensable. Bien, j'en ai fini pour la présentation de l'odontologie. Je répondrai à vos questions si vous le souhaitez plus tard. Bonjour, donc je vais vous présenter le métier d'infirmier qui a subi donc quelques transformations ces dernières années puisque depuis 2009 la formation est à la fois, se déroule à la fois à l'université et à la fois dans les instituts de formation en soins infirmiers. Donc l'accès à la formation est en cours de réforme puisque à partir de cette année il n'y a plus de concours d'entrée dans les instituts de formation en soins infirmiers. Nous avons migré cette année sur la plateforme Parcoursup et donc les candidats pour entrer sur les formations, sur les formations préparant aux études infirmières doivent réaliser en fait un choix par groupement d'instituts de formation en soins infirmiers. Ces groupements d'instituts se font généralement par académie. Donc par exemple sur l'académie d'Aix-Marseille, on a 16 instituts de formation qui sont regroupés. Donc vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux par groupement d'instituts. Puis vous pouvez choisir ensuite en sous-vœux autant d'IFSI qu'il y en a dans le groupement, ce qui multiplie énormément les possibilités de vœux. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près à entre 10 et 12 000 dossiers en ce moment sur l'académie pour cette première année qui vont être étudiés pour un nombre de places assez restreint puisqu'on est normalement sur la première vague à 650 places disponibles sur la possibilité Parcoursup. Donc l'IFSI, la formation, c'est 3 ans pour conduire à un diplôme d'état d'infirmier auquel on octroie un grade de licence. C'est une formation en alternance comme beaucoup de métiers de santé, c'est-à-dire qu'on a 1800 heures d'enseignement théorique sur les 3 ans qui se font entre les enseignements universitaires et les enseignements directement professionnels en IFSI. 300 heures de travail personnel guidé, 2100 heures de stage dans différents milieux. Ça peut être au niveau des maisons de retraite, des écoles, des établissements de santé, donc en médecine et chirurgie,
en établissement de santé mentale. Et donc sur l'enseignement théorique, l'enseignement comprend des sciences humaines, des sciences biologiques, ensuite les fondements des sciences infirmières, les interventions en sciences infirmières et on a aussi une initiation à la recherche qui est prévue dans la formation. Les compétences qui sont développées donc sont basées sur le référentiel de compétences nationales. Il s'agit de pouvoir, à la fin de la formation, évaluer une situation clinique, établir un diagnostic dans le domaine infirmier, concevoir et conduire un projet de soins infirmiers, accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens, mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique, initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. Donc ça, c'est assez commun à toutes les professions de santé également. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins, pour dire aussi qu'on n'est pas seulement sur un métier technique, mais aussi le relationnel prend une place qui est très importante. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle, rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques, organiser et coordonner des interventions soignantes, et informer, former des professionnels, des personnes en formation. Donc c'est un métier, enfin c'est compris dans le métier de pouvoir tutorer ses collègues et tutorer les futurs étudiants que l'infirmier va recevoir en stage. Différents types d'exercices sont possibles. Le plus connu, les deux plus connus, c'est le volet hospitalier, donc soit dans le public, soit dans le privé. Et puis le libéral. À l'heure actuelle, on a à peu près 660 000 infirmiers en France. Le libéral représente un sixième en fait de cette population. L'hospitalisation à domicile, donc c'est un contexte hospitalier mais avec un exercice à domicile. La santé scolaire et universitaire, la santé au travail, la santé mentale ou les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Puis il y a différents autres types d'exercices mais qui sont où on a un effectif un peu moins important. Donc pour reprendre effectivement le fait que effectivement on a des soins techniques dans le métier d'infirmier avec un apprentissage par simulation qu'on peut voir ici, puis un apprentissage qui se fait directement auprès du patient quand lors des stages, mais que le côté relationnel n'est pas à négliger. La place du soin relationnel dans la prise en charge globale des patients est de plus en plus importante pour les aider à supporter ce qu'ils traversent et ce qu'ils vivent comme problème de santé. Enfin, pour terminer, les évolutions de carrière possibles et les spécialisations possibles sur un niveau master. Donc, je vous ai dit, le diplôme d'état d'infirmier confère un grade de licence. Il y a différentes formations qui sont possibles après le diplôme d'état d'infirmier, notamment une spécialité d'infirmier anesthésiste auquel est octroyé un grade de master. Une spécialité d'infirmier de bloc opératoire et d'infirmière puéricultrice qui sont en cours de réforme. La nouvelle carrière d'infirmier en pratique avancée qui a été mise en place depuis cette année où effectivement ces infirmiers gardent leur champ de compétences infirmier mais ont des activités qui étaient jusqu'alors médicales qui reviennent dans leur champ de compétences, notamment en termes de prescription d'examens complémentaires, des radios ou des bilans sanguins et des renouvellements et des adaptations de prescriptions médicales. La carrière peut aussi se développer comme cadre de santé, c'est-à-dire les personnes qui managent les équipes de soins dans les services hospitaliers, ou bien sur l'aspect plus formation, donc notamment en institut de formation en soins infirmiers, donc qui sont sur un niveau master aussi. Et puis les possibilités de carrière s'ouvrent aussi au niveau doctoral. Donc vous pouvez réaliser pour les personnes qui souhaitent s'orienter vers la recherche dans le domaine des sciences infirmières. Voilà, vous pouvez accéder à des carrières, à une thèse, puis à des carrières universitaires qui sont en cours de développement à l'heure actuelle. Voilà, je vous remercie. Bonjour, alors je vais vous présenter le métier de maïeutique, la filière maïeutique ou plutôt le métier de sage-femme, ici sur Aix-Marseille Université à l'UFR des sciences médicales et paramédicales.
Alors la maïeutique, c'est la discipline propre aux sages-femmes. Il faut savoir que c'est assez récent, puisque c'est au carrefour de plusieurs disciplines, l'obstétrique, la gynécologie, la néonatologie, les nouveau-nés, la santé publique aussi, des disciplines médicales, mais pas que. C'est un métier très humain, donc il y aura aussi une grande partie des sciences humaines et sociales, droit et législation. Donc la maïeutique, une discipline propre à une corporation professionnelle, mais ouverte sur tous les champs médicaux et paramédicaux aussi. Donc le métier, c'est vraiment effectivement beaucoup de femmes qui l'exercent, mais aussi des hommes. Mais en tout cas, c'est un métier résolument tourné vers les femmes et les nouveau-nés et les familles. Donc c'est une globalité de personnes que vous allez pouvoir prendre en charge. C'est une profession médicale à compétences définies dans le domaine de la périnatalité, c'est-à-dire autour de la naissance, autour de la mise au monde du futur citoyen et de l'être humain. Les études, c'est l'acquisition de compétences professionnelles qui vous seront apprises tout au long de votre parcours durant 5 années, avec bien sûr la PACES et la réforme qui va en arriver, mais surtout un cycle, 2 ans d'école pour obtenir un diplôme de formation générale en sciences maïeutiques qui ne permet pas l'exercice professionnel, mais qui confère un grade licence et qui permet de se réorienter aussi si cela vous intéresse. Et puis ensuite, le second cycle de niveau master, où là aussi, comme d'autres professions médicales, vous commencez à avoir un salaire au niveau de l'hôpital. Pas beaucoup, mais vous commencez à être rétribué pendant vos stages et vous obtenez à la fin de ce cycle de master un diplôme d'état de sage-femme qui, là, vous confère le droit de l'exercice professionnel à pouvoir être sage-femme. Le cursus des études, c'est en alternance entre cours et stages, mais surtout une énorme partie de stages vraiment est mise en avant pour obtenir l'acquisition de ces compétences professionnelles. Et on voit que même si la première année en école est d'abord 28 semaines de cours et 13 semaines de stage, on inverse la tendance ensuite avec 27 semaines de stage, 28 semaines sur le M1, jusqu'à un stage intégré de 6 mois sur le M2. Donc vous aurez une énorme partie dès le début d'intégration en stage qui va vous permettre de voir tous les services, que ce soit prénatal pour les consultations, la salle d'accouchement qui est emblématique, les suites de couches, mais aussi le libéral et tout autre secteur qui très tôt sont mis en avant dans la formation. Alors les compétences sont définies depuis 2010 dans un référentiel métier compétences, des actes médicaux puisqu'on est une profession médicale mais aussi de soins auprès des personnes, les actions de dépistage, de prévention, la préparation à la naissance et à la parentalité qui sont une grande partie d'éducation à la santé et puis l'encadrement du personnel médical et paramédical dans les services en lien spécifiquement avec les compétences des sages-femmes. Alors, dans ces compétences, on retrouve la surveillance et le suivi médical de la grossesse, puisqu'on accompagne toutes les femmes enceintes lors des consultations prénatales, mais aussi la surveillance des grossesses à risque sous délégation médicale d'un médecin, et puis les échographies obstétricales qui rentrent aussi dans la compétence des sages-femmes avec toute la relation et l'accompagnement des femmes enceintes tout au long de leur parcours de grossesse. L'éducation à la santé, je vous le disais, va être aussi énormément important, ainsi que la prévention, tout ce qui va être conseil hygiéno-diététique pour la mère et son enfant, puis bien sûr la prévention et le dépistage des addictions, le tabac notamment aussi, puisqu'on peut élargir nos prescriptions aux hommes et à la famille et à l'entourage du nouveau-né, la prévention et le dépistage, bien sûr, aussi des infections sexuellement transmissibles, puisque pour pouvoir mettre au monde un enfant, c'est qu'il y aura bien eu avant relations sexuelles, donc on aura aussi toute cette prévention-là auprès des jeunes et auprès des jeunes femmes, donc l'éducation à la sexualité, mais aussi le planning familial avec la contraception, le dépistage de la dépression et le soutien émotionnel, bien sûr, aux jeunes couples, aux jeunes femmes et aux parents, et puis les vaccinations qui, dernièrement, nous ont été largement autorisé à prescrire pour bien sûr la femme enceinte et le nouveau-né, mais aussi tout l'entourage de la famille afin de pouvoir préserver, je dirais, la santé de la femme et de l'enfant. La préparation à la naissance et à la parentalité, je vous le disais aussi, sous forme d'entretiens prénataux, que ce soit avant la naissance ou après la naissance, pour pouvoir accompagner la mère, mais aussi le couple, c'est-à-dire les parents et l'enfant, dans un projet de naissance en amont, et ensuite dans l'éducation à la puériculture après la naissance. Ces cours sont individuels ou en groupe, ils vont utiliser plusieurs techniques de relaxation, de respiration, ils peuvent aussi se faire en piscine selon certaines spécialités, sophrologie, aptonomie ou autres, et puis une grande part d'éducation en puériculture et au rôle parental va être apportée pour accompagner les parents dans cette délicate et je dirais difficile mission
qui est de devenir parent, qui est quelque chose de passionnant, mais à la fois de complexe et pas toujours facile auprès d'un nouveau-né. La surveillance et le suivi du travail, bien sûr, lorsque la mise au monde va arriver, il y a une surveillance clinique et paraclinique du déroulement de l'accouchement au moment où la femme enceinte arrive et se met en travail, avec la direction du travail, mais aussi une grande part, même si la péridurale aujourd'hui prend une grande place, d'accompagnement des femmes dans la douleur obstétricale et leur projet de naissance, différentes aussi mobilisations, position d'accouchement, souhait des parents. On voit aujourd'hui de grandes demandes se faire et une part de ce qu'on appelle démédicalisation. Ça ne veut pas dire que les actes ne sont plus médicaux, mais une part plus humaine, un accompagnement plus important des choix des couples et des parents qu'il faut savoir respecter pour pouvoir leur offrir l'accompagnement individuel et nécessaire qui correspond à leur choix pour accueillir leur enfant. La pratique des accouchements normaux, vous pratiquerez les accouchements, vous assisterez la femme dans la mise au monde et la naissance de son enfant, vous l'aiderez à pouvoir mettre au monde son enfant. La prise en charge des nouveau-nés, puisqu'une fois qu'il est au monde, vous aurez les examens cliniques du nouveau-né, le suivi, le soutien à l'allaitement maternel, mais aussi au biberon. C'est un choix des femmes que d'allaiter ou pas et on les accompagne dans ces choix. L'accompagnement, bien sûr, de la relation parent, mère-enfant, ce lien avec les enfants qui se crée et qui est à évaluer. La participation aux césariennes, lorsque l'accouchement en voie basse ne peut se faire, vous pourrez, dans l'urgence ou programmer, faire appel à l'assistance des chirurgiens obstétriciens, préparer bien sûr la femme et l'accueil des soins du nouveau-né lorsqu'il vient au monde par méthode opératoire qui est la césarienne. Des gestes d'urgence et de chirurgie, parfois l'accouchement se passe mal et il faut faire appel à un médecin pour que bien sûr il puisse utiliser des forceps, des spatules ou des ventouses, mais lorsqu'il se passe bien, c'est vous qui réalisez l'accouchement. Néanmoins, l'enfant peut avoir des difficultés aussi d'adaptation à la vie néonatale. Il faudra démarrer une réanimation néonatale pour le nouveau-né. Parfois, en urgence, faire des manœuvres obstétricales, c'est-à-dire aller dégager l'enfant pour l'aider à sortir par voie basse par des gestes. Et puis, des petits gestes de chirurgie, notamment vous pourrez pratiquer les épisiotomies, c'est-à-dire une incision au niveau périnéal, mais il faudra à ce moment-là aussi donc suturer le périnée, c'est-à-dire faire une petite chirurgie, faire des réparations. La surveillance du suivi postnatal de la mère et de l'enfant, c'est-à-dire du couple mère-enfant, les examens cliniques pour la mère et pour le nouveau-né. Vous prescrirez l'ensemble des médicaments autant pendant la grossesse que pendant le postnatal qui sont nécessaires à leur accompagnement. Le soutien émotionnel est énormément important, je vous le disais, puisque c'est la construction d'une famille qui se construit. Donc il y a tout l'accompagnement aussi du conjugal mais du parental. Tous les soins généraux, quelque part les soins infirmiers aussi que l'on retrouve, l'allaitement maternel ou au biberon, et puis la rééducation périnéale qui est possible au niveau des suites consécutives à l'accouchement. Le suivi gynécologique et de prévention, depuis maintenant une dizaine d'années, on a un grand rôle en santé génésique des femmes avec l'examen médical et de dépistage, je vous le disais pour les IST d'une part, mais aussi toute l'écoute et l'information à la santé en conjugale et en contraception. On peut prescrire tous les moyens contraceptifs, on peut poser ce qu'on appelle les stérilés ou les implants contraceptifs, on peut réaliser les échographies de suivi gynécologique et depuis quelques années, nous pouvons pratiquer les interruptions volontaires de grossesse, les IVG médicamenteuses, qui représentent aussi un enjeu de santé publique, et notamment ici en région PACA, qui a un taux élevé, notamment auprès des jeunes filles. Les lieux d'exercice, il est possible d'exercer sa profession de sage-femme dans différents lieux, que ce soit la plus grande partie à l'hôpital public ou en clinique privée, mais aussi en cabinet libéral, c'est-à-dire vous pouvez exercer la profession soit à votre propre cabinet médical, soit au domicile même des femmes, en vous déplaçant à leur domicile, dans les centres de protection maternelle et infantile au niveau régional, mais aussi depuis la loi d'expérimentation depuis 2014, les maisons de naissance qui vont être amenées probablement lors de la fin de l'expérimentation en 2021 à se développer sur le territoire. Il y en existe déjà dans de nombreux pays. Et puis, c'est un diplôme extrêmement de haute qualité qui est proposé ici sur l'Université d'Aix-Marseille, qui vous permet d'exercer dans tous les pays européens, mais également sur le Canada avec des accords qui ont été passés en 2009. Et puis, la sage-femme est une profession médicale fortement recherchée par les associations humanitaires, mais aussi les ONG, et qui vous permet de travailler dans différents pays où il est nécessaire d'avoir une action humanitaire.
L'école de maïeutique de Marseille est intégrée pleinement à l'université depuis 9 ans et aujourd'hui à l'UFR des sciences médicales et paramédicales. C'est un pôle d'excellence sur Aix-Marseille Université. Néanmoins, elle garde, par la petite taille de nos promotions, à peu près 36 étudiants, une dimension école avec un suivi pédagogique personnalisé, une équipe qui est motivée, qui vous accompagne dans des projets individualisés puisque différents parcours vous seront proposés et une supervision clinique en face à face lors des stages. Les enseignants viennent vous voir sur des journées d'encadrement de 8 heures où on vous accompagne tout au long de vos stages pour transmettre les compétences et les valeurs. Alors, suite aux études, il y a possibilité de se spécialiser dans diverses spécialisations par des diplômes universitaires ou par des masters, que ce soit en gestion des services hospitaliers, notamment le master périnatalité, management et pédagogie, ou bien en échographie, ou bien en suivi gynécologique de prévention et contraception, en allaitement humain ou bien encore en éthique médicale. Il y a possibilité aussi de pouvoir faire une carrière dans la recherche, sachant que tout au long des études de sage-femme, si vous validez 24 crédits dans un parcours master plus votre diplôme d'État, vous obtenez l'équivalence d'un Master 1 qui vous permet ensuite de faire un Master 2, puis de pouvoir vous inscrire en thèse et faire un parcours doctoral et de pouvoir ensuite faire de la recherche ou de l'enseignement ici à l'université. Alors, pour pouvoir nous contacter, vous avez ici les numéros, mais on y reviendra probablement, de l'école universitaire. J'ai envie de dire que il est possible à tout le monde de pouvoir réussir ses études, même si elles sont exigeantes et médicales, et que probablement la réforme de la première année qui arrive est une chance pour tous, car même si le profil scientifique est important, les compétences humaines étant très importantes dans cette profession, toute orientation de votre bac, si vous êtes motivé, peut vous donner la possibilité d'engendrer une carrière auprès des femmes et des nouveau-nés, et d'avoir la chance de faire un métier qui vous intéresse. Je vous remercie. Bien, je vais vous présenter donc la filière massokinésithérapie. Et avant de commencer, je voudrais rappeler une chose qui a été dite tout à l'heure. Pensez avant de vous engager dans une formation au métier que vous allez exercer. Le métier de kinésithérapeute est particulier en ce sens que il faut vouloir s'occuper des autres, mais ça c'est commun à toutes les professions de santé. On passe du temps avec nos patients et on a cette particularité de toucher les patients. Donc pensez bien à ça avant de vous engager dans cette filière. Donc kinésithérapie, ça veut dire soigner par le mouvement, ou ça veut plutôt dire la thérapie du mouvement perturbé, le mouvement pris au sens très large du terme, le mouvement des membres, mais c'est également les mouvements dans l'arbre bronchique, c'est les fluides, les problèmes circulatoires et autres. Donc les kinésithérapeutes sont des professionnels de santé. C'est une profession qui est vraiment centrée sur le mouvement, ce sont des professionnels du mouvement, et on va s'occuper de la personne humaine à tous les âges de la vie. Et bien sûr, on considère l'individu dans sa globalité et on s'occupe également de sa santé physique, psychique et du contexte social dans lequel évoluent nos patients. Donc, on va bien sûr travailler dans le champ thérapeutique, mais également préventif et éducatif. Et également, certains d'entre nous se dirigent vers le bien-être et la remise en forme, puisque notre diplôme nous permet également cela. Donc, je l'ai dit, on va s'occuper des différentes affections des systèmes du corps humain, donc pas uniquement l'appareil locomoteur, comme je l'ai dit, mais les autres appareils. On s'occupe des patients de la naissance jusqu'au 4e âge. Vous avez tous entendu parler de la prise en charge des bébés qui ont des bronchiolites, et on s'occupe évidemment des sujets âgés, on les accompagne pour les préventions des pertes d'autonomie. Les indications, donc, on retrouve la kinésithérapie dans, en gros, toutes les disciplines médicales et chirurgicales, pardon. Le secteur d'activité, donc 80% des praticiens, il y a environ près de 90 000 kinésithérapeutes en France. 80% des praticiens exercent en secteur libéral en cabinet, mais c'est peut-être également une activité libérale en établissement, dans des hôpitaux, cliniques ou établissements pour personnes âgées. Donc, le secteur salarié, 20% des praticiens qui travaillent dans les hôpitaux, publics ou privés, dans des centres de rééducation, les établissements thermaux, la thalassothérapie, et un nombre non négligeable de kinésithérapeutes ont une activité mixte, libérale et salariée.
Donc l'accès à la formation, pour le moment, toujours l'accès PACES, filière kinésithérapie, mais on vous a parlé, le professeur Chaumoitre vous a parlé de la réforme qui allait être mise en place. Pour l'accès à la formation de kiné, rien n'est encore décidé, rien n'est encore acté. Donc, depuis septembre 2015, les études ont été portées à 4 ans après une année de sélection universitaire. Cette année, sur Marseille, était à 100% PACES, mais dans d'autres instituts de formation, elle se fait également par la filière STAPS, Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, ou la filière SVT. Donc 2 cycles de 2 ans, je vais passer vite sur la formation, donc avec évidemment une partie en institut de cours TP-TD. On vous a présenté l'odontologie tout à l'heure, nous avons également dans notre formation énormément de cours pratiques, de travaux pratiques, ce qui est tout à fait normal. Donc, les cycles se répartissent en 3 types d'enseignements. Donc, je ne vais pas tout détailler. Donc, les enseignements fondamentaux, c'est l'anatomie, la physiologie, tout ce qui est physiopathologie. Sciences et ingénierie en kinésithérapie, donc tout ce qui est de la prise en charge spécifique des différentes affections en kiné. L'apprentissage et l'approfondissement dans le premier cycle et l'apprentissage et la professionnalisation dans le deuxième cycle. Donc, c'est une formation donc, de type universitaire avec une validation de crédits, l'acquisition de compétences. Donc, nous avons 11 compétences, je ne vais pas revenir dessus. Et on valide donc des crédits par semestre pour finalement finir avec 240 crédits. La formation clinique, donc, elle commence dès la première année avec 2 périodes de stage par année. Et la particularité de la 4e année, c'est qu'il y a un stage qui est long, qui est dit stage de clinica de 12 semaines. Le diplôme d'État s'acquiert donc après la validation des stages et la validation des UE. Les UE se valident à une moyenne de 10 avec certaines UE qui sont compensables. Et évidemment, je vous l'ai dit qu'il y avait énormément de travaux pratiques. Donc le présentéisme en travaux pratiques et en travaux dirigés est obligatoire. La carrière, donc, je vous l'ai dit, on peut poursuivre après donc, en secteur libéral. On peut intégrer un institut de formation de cadre de santé pour devenir cadre de santé pour faire de la gestion d'équipe ou de la formation. Les débouchés, il y a, malgré le nombre important en PACA de kinésithérapeutes, il y a une demande très très importante en secteur privé, en secteur libéral. Les kinésithérapeutes libéraux n'arrivent pas à trouver de remplaçants, ce qui paraît étonnant dans le secteur PACA. La demande en secteur salarié est très très importante. Il y a un manque crucial de kinésithérapeutes salariés, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les centres de rééducation. Si vous voulez donc des renseignements, vous avez tous les renseignements sur le site de l'IFMK, donc qui se situe, qui fait partie du campus Timone, mais qui n'est pas localisé sur le campus Timone, puisque l'IFMK donc a intégré la faculté des sciences médicales et paramédicales, mais reste toujours sur son site de la rue Auguste Blanqui, où vous aurez donc tous les renseignements si vous le souhaitez. Je vous remercie. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter en quelques mots le métier de psychomotricien. Beaucoup de choses ont déjà été dites, puisque ce sont des études de santé et donc qui présentent les mêmes similitudes. Alors, qu'est-ce qu'un psychomotricien ? C'est un professionnel paramédical qui intervient dans un champ de compétences particulier, puisqu'il va prendre en compte un certain nombre de pathologies qui se développent tout au long de la vie, de l'enfance jusqu'à la fin de vie. Donc la particularité du métier, c'est qu'on couvre à peu près tous les champs du développement ordinaire et l'atteinte par rapport à certaines difficultés qu'on rencontre tout au long de notre vie. Donc le psychomotricien intervient depuis la néonatalité, en s'occupant par exemple de bébés prématurés, et son travail peut s'effectuer jusque dans l'accompagnement de fin de vie. Donc le psychomotricien intervient sur des champs qui concernent le développement ordinaire, sur le champ du développement ordinaire, mais aussi par rapport à un certain nombre de pathologies. Développement ordinaire, parce que le psychomotricien va travailler avec des personnes qui ont des besoins spécifiques, que ce soit en lien avec la santé au travail, que ce soit en lien avec des pratiques sportives pour optimiser un certain nombre de potentialités corporelles ou motrices, mais aussi pour intervenir par rapport à des publics qui ont
des pathologies particulières concernant un certain nombre d'atteintes, que ce soit une déficience intellectuelle ou motrice ou sensorielle, que ce soit des personnes qui ont subi des séquelles traumatiques particulières, séquelles traumatiques qui peuvent être corporelles et physiques, mais qui peuvent être aussi psychologiques. Et c'est l'une des particularités du métier de psychomotricien, c'est que ce professionnel va intervenir sur des fonctions potentiellement psychiques qui peuvent être altérées ou momentanément, j'allais dire, indisponibles, et sur lequel on va pouvoir, parce qu'on intervient sur une médiation corporelle, essayer de rétablir un certain nombre d'équilibres. Alors, le métier de psychomotricien est un métier qui n'est pas en tension, puisque 96% de nos diplômés chaque année entrent immédiatement dans l'emploi. 75% d'entre eux vont travailler dans un champ pluridisciplinaire, mais en établissement. Donc ce sont les établissements qui accueillent les psychomotriciens, sont bien sûr les établissements de soins classiques, mais aussi en santé mentale. Mais nos psychomotriciens interviennent dans le champ du médico-social. La différence entre le médico-social et le champ de la santé classique, c'est que dans la santé, on a un projet exclusivement de soins, donc rééduquer, retrouver des fonctions potentiellement altérées, alors que dans le médico-social, indépendamment de cette dimension soins, il y a aussi une intervention sur le projet de vie, donc la vie quotidienne. Par exemple, quand on est une personne qui avance en âge, la vie quotidienne devient complexe. Parce qu'il y a un certain nombre d'altérations où on tend vers la dépendance et que cette gestion de la dépendance doit aussi être accompagnée. Mais on a des psychomotriciens qui interviennent aussi dans d'autres secteurs d'activité particuliers, dans l'humanitaire. Ils interviennent aussi dans le champ de la prévention et de l'éducation. Alors éducation à la santé, mais aussi éducation motrice. Éducation motrice, de plus en plus de psychomotrices, par exemple d'institutions ou de clubs sportifs, demandent aussi, en collaboration aussi avec les autres professionnels de santé, viennent aussi essayer d'interférer dans les processus d'entraînement sur l'acquisition de compétences nouvelles. Le psychomotricien intervient également dans tous les champs du handicap. Alors, handicap pris au sens large du terme, puisque l'avancée en âge maintenant telle que définie dans les nouveaux concepts, l'avancée en âge aussi fait référence à des fonctions qui sont altérées ou qui vont le devenir. Alors, l'accès à la formation, accès par concours, 75 places annuelles, plus un certain nombre de places particulières. Alors, je vous donne l'exemple de cette année, mais là aussi, comme pour tous les collègues précédents, c'est en cours de modification et on n'a pas encore toutes les données. Donc, je vais vous donner l'illustration aujourd'hui de ce qui se passe et ce qui se passe faire encore pour la rentrée prochaine. Et puis après, on avisera. Donc, 75 places annuelles par concours. 25 places qui sont réservées aux étudiants qui ont suivi la filière PACES, et donc qui ont au moins obtenu la moyenne, donc qui peuvent accéder après étude de dossier et entretien. Et enfin, 20 places qui restent chaque année, qui sont modulables, qui concernent soit des sportifs de haut niveau, soit des personnes qui ont déjà un diplôme en santé et qui veulent réorienter leur carrière professionnelle, toujours dans le domaine de la santé. Et donc, ce sont des personnes qui viennent intégrer la deuxième année directement. Alors, les études se déroulent sur 3 ans d'études. 3 ans d'études avec une première année qui est plutôt consacrée à l'acquisition du socle de compétences commun à toutes les professions de santé. Donc, il y a de la physio, de la psychologie, mais aussi une approche des pathologies en santé mentale. Et puis cette première année place les étudiants aussi dans une situation de confrontation au développement ordinaire de l'enfant, et donc avec des stages à réaliser en crèche, en école primaire et maternelle. Les deuxième année et troisième année ont la particularité de proposer un fonctionnement en mode alterné, c'est-à-dire du temps partagé entre les enseignements théoriques et pratiques et l'enseignement directement en stage. Sur la deuxième année, ce sont plus des stages d'observation du mode de fonctionnement des dispositifs sanitaires et médico-sociaux. La troisième année est exclusivement centrée sur les stages en situation clinique, et donc l'apprentissage réel du métier.
L'autre particularité, c'est que dès la première année, les étudiants, indépendamment des enseignements théoriques, suivent aussi un enseignement pratique dans différentes disciplines, puisque la psychomotricité a pour particularité de mettre en jeu le corps du psychomotricien directement dans son accompagnement thérapeutique. Et donc, on va faire appel à un certain nombre de savoir-faire sur le terrain qui nécessitent des connaissances particulières. On a parlé tout à l'heure de la relaxation, mais c'est de la relaxation, c'est de l'activité physique adaptée, ce sont aussi des techniques très particulières, notamment qu'il faut appeler parfois à la réalité virtuelle, mais parfois aussi à des processus de réadaptation très particuliers. Et l'autre particularité, c'est qu'à partir de la deuxième année, les étudiants en psychomotricité peuvent bénéficier du système de l'alternance, c'est-à-dire être recrutés et déjà être en position salariée dans un établissement médico-social ou un établissement de santé, tout en suivant en même temps la formation. L'intérêt, c'est que la formation est prise en charge au niveau financier. Voilà. Donc, pour cette année, donc, vous n'êtes pas concerné puisque vous êtes en première, mais le concours va pouvoir se dérouler. Mais à partir de l'année prochaine, ça passera obligatoirement par la filière Parcoursup. Et si vous le souhaitez, une des façons de venir découvrir aussi le métier est de venir assister à des journées portes ouvertes qui se déroulent en général le samedi matin. La prochaine programmation, c'est le samedi 27 avril. Vous pourrez rencontrer aussi bien des enseignants que des professionnels, mais aussi des étudiants des 3 années. Je vous remercie. Bonjour à tous, donc je vais enchaîner avec un dernier métier, donc un dernier dans le domaine de la santé, donc l'ergothérapie que vous connaissez peut-être pas. Donc je vais d'abord présenter le métier et ensuite donc la formation. Donc je suis Madame Després, je suis la responsable pédagogique de l'Institut de formation qui est intégré à la faculté des sciences médicales et paramédicales, donc d'Aix-Marseille Université. Donc, qu'est-ce que l'ergothérapie? Donc, ça vient de ergon, qui veut dire activité, donc la thérapie par l'activité. Je vais pouvoir y revenir, mais aussi pour l'activité. C'est-à-dire que l'on va prendre en charge des personnes qui n'arrivent plus à réaliser leurs activités de la vie quotidienne, s'habiller, se laver, aller travailler, se déplacer, faire du sport. Et on va donc leur permettre par différentes aides, différents aménagements, de retrouver donc leur autonomie dans ces activités. Donc on intervient à la fois dans le domaine sanitaire, médico-social, mais aussi social, dans l'environnement de vie des personnes. On va donc accompagner à la fois donc, des enfants, des adultes, des personnes âgées, à tous les âges de la vie, donc des personnes qui vont rencontrer, suite à des pathologies d'ordre physique, mais aussi psychique, cognitive ou sensorielle, des difficultés. Donc ces personnes sont accueillies soit de manière individuelle ou en groupe, et donc on va évaluer leurs difficultés, lors d'une activité cuisine par exemple, mais ensuite on va les mettre en situation d'activité et là leur proposer donc de faire autrement, de trouver d'autres gestes, de leur proposer aussi des aménagements, des aides techniques pour pouvoir que ce soit plus facile quand on n'a plus qu'une main dans une situation d'hémiplégie, comment malgré tout couper sa viande ou ouvrir quelque chose. Donc on va vraiment avec la personne trouver des moyens de compensation pour qu'elle retrouve des activités qui sont importantes pour elle. Donc ces activités, je l'ai dit, au plus on va être dans le milieu de la personne. Donc quand les ergothérapeutes travaillent en rééducation, ils ont au sein de leur service un appartement thérapeutique pour pouvoir mettre en situation, donc là, autour de la cuisine, mais aussi autour de nos activités en lien avec la toilette. Et donc, ces appartements thérapeutiques sont précieux pour que la personne retrouve des sensations, en tout cas des nouveaux gestes. Et ensuite, on va aussi intervenir à domicile. Les ergothérapeutes sont de plus en plus amenés à se déplacer donc, chez les gens. Et donc là, encore une fois, leur permettre, donc, leur proposer des aménagements qui vont aller vers leur autonomie et leur participation à leurs activités. Donc les ergothérapeutes exercent, donc on est 10 000 ergothérapeutes en France, 10% seulement exercent en libéral, donc une grande majorité, donc c'est plutôt un mode salarié au sein d'équipes pluridisciplinaires.
donc à la fois dans des centres de rééducation, des hôpitaux, des cliniques privées, mais aussi des services de soins à domicile, donc que ce soit des soins à domicile pour des enfants, des adultes ou des personnes âgées, et notamment donc toutes les personnes âgées qui sont atteintes de maladies démence, de maladies apparentées type Alzheimer, où là, le but c'est de maintenir au maximum ces personnes à domicile avant l'institutionnalisation en EHPAD ou autres services adaptés. On intervient aussi dans des lieux de vie, donc là, comme je viens de dire, des maisons de retraite, des EHPAD, mais aussi des instituts médico-éducatifs, des instituts donc d'éducation motrice, donc là encore une fois pour les enfants, mais aussi des foyers, des maisons d'accueil spécialisées, donc là pour des personnes en situation de handicap, donc pour lesquelles il y a besoin aussi d'adapter leurs activités. Les ergothérapeutes interviennent aussi donc, dans le domaine de la santé mentale, donc de plus en plus dans les structures aussi extra-hospitalières. Donc là, une personne qui présente des troubles donc, de type névrose ou psychose, qui a là aussi des difficultés pour sortir de chez elle, aller faire ses courses, faire son budget, se déplacer. Donc là, on va l'accompagner, la mettre en situation aussi autour de cette problématique pour qu'elle puisse continuer ses activités. Quelques ergothérapeutes se destinent aussi dans le champ donc, plus de l'urbanisme, de l'ergonomie ou de la prévention. Donc là, pour vraiment, encore une fois, aménager donc, soit des postes de travail en complémentaire, en travail d'équipe avec les ergonomes, mais aussi pour faciliter les déplacements de la personne. Donc comment rendre, par exemple, l'accès à des vélos adaptés pour des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, donc en s'associant donc, plus auprès des villes. Certains ergothérapeutes sont aussi amenés à collaborer dans le domaine donc, de la fabrication des aides qui facilitent le quotidien. Donc là, c'est des parcours un peu spécifiques, mais qui sont aussi très intéressants. Donc les ergothérapeutes, on verra, sont titulaires d'un diplôme d'état d'ergothérapie, donc ils vont agir sur prescription médicale, donc là une activité clinique importante, mais peuvent aussi poursuivre donc leur formation initiale vers un diplôme de cadre de santé, cadre supérieur de santé, donc pour pouvoir donc faire de l'encadrement, mais aussi de la formation. Voilà, quelques ergothérapeutes poursuivent leur formation par ces diplômes-là, mais aussi par des diplômes donc, dans le domaine, dans des domaines plus précis, donc dans le domaine de l'expertise, notamment dans le cadre du dommage corporel, mais aussi donc, via des masters dans le domaine donc, des sciences cognitives, des nouvelles technologies, dans le domaine de l'éducation thérapeutique ou de la pédagogie. Donc là, pour pouvoir là aussi accompagner certains patients, donc je pense dans le domaine donc, notamment de la prévention et de l'éducation thérapeutique, dans le cadre des maladies chroniques par exemple, telles que le diabète ou les pathologies cardiovasculaires. Quelques ergothérapeutes se destinent donc vers plus de la recherche en ergothérapie, mais aussi en sciences de l'occupation, et donc vont jusqu'au doctorat. Pour être ergothérapeute, donc c'est comme les autres professions, il faut aimer les autres, il faut aimer les relations humaines. La patience, on accompagne des personnes souvent dans leur projet de vie. Souvent, on intervient donc, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, vous pouvoir être à l'écoute des besoins de la personne, de comprendre comment elle fonctionne, qu'est-ce qui est important pour elle dans ses activités. Et donc, d'engager ou de permettre cette relation de confiance et cette empathie. Être capable aussi d'observer comment fonctionne là aussi la personne dans son environnement et de pouvoir donc voir sur quoi on va pouvoir agir, que ce soit du côté de la personne ou du côté de son environnement humain ou matériel pour donc adapter ces nouveaux gestes, ces nouvelles activités. Intérêt aussi pour développer des habiletés manuelles au sens large, dans le sens où on va aussi vraiment régler, alors je pense notamment par exemple quand il s'agit de régler le fauteuil roulant ou d'installer des personnes au lit, donc il va falloir manipuler là, certains outils pour pouvoir adapter au mieux, installer au mieux la personne.
C'est un métier qui évolue beaucoup et qui nécessite une remise en question et du coup aussi une curiosité pour pouvoir améliorer sa pratique, mais encore une fois s'adapter à un système de santé qui évolue et des besoins de santé qui sont aussi en pleine évolution. Être ingénieux, avoir un sens logique et pratique. Des fois, on a des solutions technologiques qui sont peut-être qui peuvent être attrayantes, mais du bon sens et aussi parfois aussi peut-être plus simple. En tout cas, on arrive mieux à répondre aux besoins des personnes et aimer travailler en équipe avec tous les professionnels, notamment vous avez eu la présentation juste avant. Donc pour entrer en formation en ergothérapie, soit pour l'année prochaine, encore une fois avec les réformes en cours, on ne sait pas pour 2020 ce qu'il en sera, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, il y a donc 20 places sur l'Institut de formation donc, à Marseille par donc un concours d'entrée et 10 places par la première année, donc la PACES ou le portail santé, on verra dans les années à venir. Pour pouvoir après donc faire 3 années d'études et obtenir un diplôme d'État et aussi un grade licence, donc les 180 ECTS, pour pouvoir entre autres aussi continuer sur un diplôme de master ou de doctorat. C'est une formation, donc on est à l'université, mais professionnalisante. Les étudiants valident 10 compétences, un peu sur le même modèle qui vous a été exposé, je pense, par la formation kiné. Donc des compétences à la fois relationnelles, techniques et réflexives, qui vont permettre donc d'exercer ce métier. La formation, donc, comme les autres, on a dit que ça s'appuie sur des cours, 60% de cours, mais aussi beaucoup sur des stages. Donc les stages sont réalisés dès la première année dans différents établissements, où sont les ergothérapeutes, l'établissement donc hospitalier, mais aussi des lieux de vie et dans le domaine aussi de la santé mentale. Concernant les cours, donc c'est des cours qui touchent à la fois donc à tout ce qui concerne les sciences médicales, donc comme toutes les autres professions paramédicales et de santé, mais aussi donc sciences humaines et donc après plus des unités d'enseignement cœur de métier qui concernent donc les sciences de l'activité humaine, toutes les techniques d'évaluation, de rééducation, de réadaptation qu'on utilise en ergothérapie, mais aussi donc des UE en lien avec tout ce qui concerne les méthodologies de travail, de recherche, d'anglais, et aussi donc de la pédagogie, de l'éducation thérapeutique et de la santé publique. Donc c'est des études assez denses, on demande aux étudiants donc là aussi d'être présents aux cours magistraux au TD, mais aussi beaucoup de travail personnel pour pouvoir valider donc, ces différentes compétences. Donc cette année, le concours a lieu en avril, l'année prochaine je pense que ce sera aussi la même chose. Donc ces concours très axés encore avec donc un cursus scientifique, mais là encore, comme ça a été déjà dit, je pense que c'est pour être ergothérapeute, il y a aussi une appétence donc, dans le domaine des sciences humaines, donc à voir avec les réformes si on peut élargir nos modalités de mission à des étudiants qui n'ont peut-être pas fait une filière scientifique. Donc pour avoir plus de renseignements sur le métier, on n'organise pas de journée porte ouverte, mais je vous invite à prendre rendez-vous, à venir nous rencontrer. Donc on est une petite équipe, fonctionnement aussi d'école, comme ça a déjà été dit, avec donc une possibilité de visiter nos locaux, de rencontrer aussi des étudiants pour pouvoir donc répondre plus précisément peut-être aussi aux modalités de la formation. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation dans votre première, avant l'échéance du bac. Bien, nous allons bientôt passer à la partie chat, on va bientôt répondre à vos questions, mais auparavant, notre étudiante Marco Triboulet, qui est donc en 3e année de médecine, va nous présenter très rapidement, parce qu'on est déjà presque à l'heure de nous quitter, va nous présenter très rapidement le tutorat associatif marseillais. Voilà, je vous laisse la parole. Du coup, bonjour. Donc, le tutorat associatif marseillais, c'est une association en fait à but non lucratif, donc qui est destinée à l'aide pour les étudiants donc en première année, donc actuellement en PACES. Du coup, l'objectif, c'est d'accompagner les étudiants en PACES dans cette année qui est difficile
C'est une association qui est gérée par des étudiants donc, en 2e et 3e année donc, de médecine, pharmacie, kiné, dentaire, sage-femme, enfin toutes les filières regroupées par la PACES. Du coup, on propose des services donc, qui sont là pour aider. Donc, principalement, ce sont des séances de QCM qui se déroulent dans les amphithéâtres qui nous sont prêtés par la faculté. Également des séances qui servent à réexpliquer les cours pour pouvoir répondre aux questions des étudiants parce que parfois c'est complexe et c'est pas facile de poser ces questions directement aux profs en amphithéâtre. On met à disposition un système de parrainage donc, qui permet d'avoir donc, un tuteur un peu personnalisé donc, à qui poser ces questions et donc, qui est là pour soutenir pendant l'année. Également, donc, on propose 2 semaines de pré-rentrée sur les 2 dernières semaines du mois d'août, donc qui permettent de mieux appréhender la rentrée après, de décortiquer les cours un peu avant de les avoir pour se mettre dans le bain doucement. Des concours blancs tout au long de l'année qui sont ouverts à tous les étudiants, même ceux qui ne sont pas inscrits à l'année au tutorat, donc pour avoir un effectif qui est représentatif du concours. Des événements pour aider à trouver sa méthodologie, à se sentir mieux au niveau bien-être, etc. Et après, du soutien matériel, donc par exemple les annales corrigées depuis 2010, des polycopiés de schémas explicatifs, etc. Tout ça, du coup, ce sont des services qui sont en rapport avec la PACES telle qu'elle est actuellement. Pour vous, vous ne connaîtrez pas ça, mais le tutorat est amené à se réformer en même temps que les modalités de sélection dans l'entrée des études de santé. Donc voilà, je pense que cette aide, enfin j'espère du moins que cette aide existera toujours, donc n'hésitez pas à vous tourner vers ces structures qui existent et qui existeront toujours. Du coup, il existe actuellement le site internet du tutorat qui dispose d'une section forum sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez également nous contacter par mail ou sur les réseaux sociaux pour nous envoyer un message et on est également disponible pour prendre rendez-vous, pour discuter si vous avez besoin de plus d'informations par rapport au tutorat, à ce qu'on propose, mais aussi par rapport à la PACES en général, si vous avez des questions assez concrètes, vu qu'on est des étudiants, on est passé par là, donc on saura y répondre avec plaisir. Merci. Alors, on commence par répondre à une première question. Faut-il faire une année de préparation avant les études préparatrices en pharmacie? Pouvons-nous y parvenir avec un bac technologique ST2S? Ouais, enfin, il faut vérifier sur le site de la formation préparatoire en pharmacie, mais je pense que c'est possible. Alors, peut-on accéder en fac de médecine en ayant un bac L? Faut-il passer par une année de remise à niveau? Alors, l'accès par Parcoursup actuellement est ouvert à tous les types de bacs. Pour le moment, la première année, une année quand même qui reste très scientifique et les étudiants qui viennent de filières littéraires ont beaucoup de mal à réussir l'examen. Donc, pour le moment, enfin, tout le monde peut s'inscrire, mais les possibilités de réussite sont très faibles venant de bac hors S. Après, il y a une question de motivation. Mais c'est vrai que la partie médicale, enfin scientifique, est quand même assez importante et demande un rattrapage. Alors peut-être éventuellement avec une année de préparation. Mais je ne pense pas qu'il en existe vraiment de spécifique à ceux qui viennent de filière L. Peut-être que notre étudiante peut dire quelque chose. Personnellement, je connais personne qui est dans des études médicales en ayant accédé par une filière L. Ça existe, c'est possible, mais c'est vraiment pas la majorité. Je pense que sur 15 ans, il y en a eu une. Voilà. Donc effectivement, pour l'instant, en tout cas dans les études actuelles, c'est pas forcément adapté par le défaut justement de base, notamment en physique qui a un niveau assez élevé, donc physique-maths qui est difficile à rattraper en venant de L. Alors on vous demande, j'ai vu plusieurs questions sur le sujet, est-ce qu'il faut faire une préparation avant la première année de PACES, bon, qui s'appellera plus PACES, mais est-ce qu'il va falloir faire une préparation? Alors, c'est déjà une question qu'on a des étudiants depuis déjà beaucoup d'années. Hein. Vous savez qu'il y a des systèmes d'aide pendant l'année de PACES, comme vous l'a dit Margot, qui peut être fait par la fac ou par des structures privées. L'année de préparation en amont, moi, personnellement, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que les études sont déjà très longues. Sauf éventuellement quelqu'un qui n'est pas du tout dans une filière adaptée, comme une filière L, et qui veut faire une année de remise à niveau dans sa matière scientifique. Pour pouvoir s'inscrire en première année. Mais en tout cas, ça reste vraiment marginal. Vous vouliez compléter peut-être, Margot? Je partage l'avis de Madame Chaumoître là-dessus, en particulier pour, par exemple, vous qui êtes actuellement en première, qui voudrez peut-être commencer à se préparer dès la terminale, sachant que
la réforme n'aura pas encore eu lieu. Je trouve ça difficile de chercher à faire ça, sachant qu'on ne sait pas encore quelles seront exactement les modalités de sélection. C'est vachement difficile à appréhender avant même que cette réforme ait eu lieu, donc pour moi, non. Globalement, il faut être motivé et savoir qu'il faudra fournir beaucoup de travail. Donc ça, c'est la base. Après, faire une année avant, c'est pas forcément... Enfin, il ne faut pas s'épuiser non plus avant d'arriver en première année. Alors, quels sont les critères de sélection pour entrer en fac de médecine par rapport à Parcoursup ? C'est ce que j'ai dit déjà avant. Donc on accepte, sur la fac de médecine de Marseille, jusqu'à présent, on a accepté tous les dossiers des gens qui se sont présentés, donc tous les types de bacs, en sachant qu'il est signalé que les bacs scientifiques sont plus adaptés aux études. Mais ça reste quand même, on accepte beaucoup tous les étudiants qui viennent d'Aix-Marseille, donc de notre académie. Après, pour ceux qui ne sont pas de l'académie, c'est plus compliqué parce qu'il y a un quota. Et donc, par contre, si vous n'êtes pas de l'académie, vous aurez éventuellement plus de sélection. Pour ceux qui sont de l'académie, jusqu'à présent, on a pu répondre à toutes les demandes. Alors, est-il possible d'envisager d'exercer à l'étranger avec la formation médecine de base ou doit-on passer par une qualification spécifique pour travailler à l'étranger ? Alors, du moment qu'on reste dans la communauté européenne, il y a une équivalence de diplôme. Après, selon à quel endroit vous voulez exercer, ça dépendra de chaque pays qui peut vous demander des équivalences ou pas pour pouvoir exercer, en sachant que la formation médicale en France a un bon niveau et est globalement bien acceptée à l'étranger. Vous aviez une réponse complémentaire sur l'étranger ? Non ? Alors ça, c'est un peu lié. À partir de quelle année peut-on faire des missions humanitaires ? Alors ça peut être en France ou à l'étranger. Et quels secteurs de la santé sont concernés par ces missions humanitaires ? Qui peut répondre ? Donc c'est possible de faire des missions humanitaires dans tous les métiers de la santé. Et après, quand on est médecin, c'est certain. Avant d'être médecin, donc pendant les études, je pense que ça doit être faisable sur les périodes de congé ou avec des autorisations. Notamment, vous savez qu'en cours d'études, on peut avoir des équivalences pour être équivalent aide-soignant ou équivalent infirmier. Vous allez faire bien sûr de l'humanitaire adapté. C'est vrai que c'est pas quand même quelque chose qui se fait énormément. Ce qui se fait pour ce qui est de l'étranger, c'est la possibilité de faire un stage à l'étranger en 4e année de médecine sur les 2 mois d'été, et pour lequel vous pouvez choisir, il y a toute une palette de stages possibles. Donc c'est pas de l'humanitaire pur, mais ça peut être des stages dans des pays avec des niveaux médicaux plus bas, dans lesquels vous allez apporter votre regard. D'autres possibilités ? Pour les infirmiers, effectivement, il est possible de le prévoir sur un temps de stage, sur une mission humanitaire. Voilà, ça arrive. Étant donné que les stages sont sur des périodes plus restreintes, c'est un peu moins facile, mais dans certains IFSI, il y a des étudiants qui partent sur un stage humanitaire pendant, en général c'est en 3e année, sur une période assez courte, ce qui leur donne une première expérience pour pouvoir éventuellement poursuivre une fois qu'ils seront diplômés. D'autres possibilités ? Exactement pareil pour les études de kiné que les études en soins infirmiers. Les étudiants ont la possibilité de partir également sur des périodes de stage, en stage humanitaire. Il y a aussi le programme Erasmus qui facilite aussi. Mais je pense que c'est pour la totalité des études en santé, les programmes sont un peu identiques. Alors, avec un bac STLB, donc technologie, laboratoire et biologie, et 15 et 16 de moyenne à tous les bulletins, peut-on être accepté en fac de médecine ? Donc on est toujours dans la même thématique. Effectivement, pour l'instant, dans le système actuel de Parcoursup, tous les bacs sont acceptés. Alors, peut-on être responsable d'un laboratoire en étant biologiste ou faut-il être médecin pour l'être ? Alors, il y a 2 cursus pour être biologique, soit un cursus passant par médecine, soit un cursus passant par pharmacie. Donc, les 2 sont possibles. Je vais laisser mon collègue pharmacien répondre. En fait, non, pour travailler comme biologiste, alors il y a être responsable d'un laboratoire d'analyse médicale, et pour cela, il faut être soit médecin, soit pharmacien. Et je dirais même que pour travailler comme biologiste dans un laboratoire d'analyse médicale, il faut être aussi médecin ou pharmacien. Voilà, donc pas en faisant la fac des sciences biologie. En revanche, dans les laboratoires d'analyse, il y a aussi des techniciens de laboratoire, donc ça c'est une autre possibilité pour travailler dans un laboratoire d'analyse médicale.
Alors, pour être infirmier en psychiatrie, quel est le cursus à suivre? Alors, il est possible pour des infirmiers ayant fait le cursus, en fait, avant on avait une spécialité en formation de base qui a été supprimée depuis 92, donc le cursus infirmier en soins généraux prévoit au moins un stage possible en psychiatrie. Les diplômés peuvent donc exercer dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie dès la sortie du diplôme d'état d'infirmier. Et là aussi, on est en pleine réforme. Il y aurait un cursus d'infirmier en pratique avancée en santé mentale et en psychiatrie qui s'ouvrirait à compter de la rentrée prochaine. Pour accéder à ce cursus, il faut avoir le diplôme d'état d'infirmier. On peut rentrer en formation tout de suite après le diplôme, mais il faudra exercer pendant 3 ans à temps plein en tant qu'infirmier avant d'exercer comme infirmier en pratique avancée. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué en fait, ça veut dire 5 ans avant de pouvoir exercer comme infirmier en pratique avancée en psychiatrie, sachant que vous pouvez exercer en santé mentale et psychiatrie dès la sortie du diplôme d'État. Alors, il y a encore plein de questions sur les écuries et leur utilité aujourd'hui avec la réforme. Compléter les réponses. Peut-être simplement pour expliquer ce que vous a dit Margot, le tutorat dont on a parlé, c'est une écurie mais qui est gratuite, donc ouvert à tous, qui peut être utilisé seul par les étudiants ou en complément de leur écurie privée. Je pense que le système d'écurie ne va pas disparaître avec la réforme. Donc après, par contre, ça sera peut-être différent parce que c'est vrai que tous ceux qui vont s'inscrire en licence, donc pas dans le portail santé, en fait, en gros, leur passage sera conditionné à bien réussir leur licence. Donc ils ne vont pas forcément aller faire une écurie médicale pure. Ils vont essayer de bien réussir leur licence pour pouvoir essayer de postuler aux études de santé. Donc ceux-là seront peut-être moins dans ce cadre d'écurie, mais je pense que pour le côté portail santé, ça ne va pas changer, il y aura toujours des écuries. Soit de la fac, enfin, il y aura toujours du soutien pour les étudiants qui sera organisé à la fac. Alors, encore des questions sur la sélection sur Parcoursup. Est-ce qu'il faut une moyenne spéciale? Est-ce que tout le monde est pris finalement en médecine? Vous disiez que tout le monde... Pour l'instant, par rapport aux demandes faites, depuis que le Parcoursup a été créé, on a pu répondre aux demandes. Là, on est en plein Parcoursup, donc on verra si c'est toujours le cas. Mais en restant sur Aix-Marseille, donc sans prendre les demandes globales, on avait suffisamment de place pour la formation des étudiants, parce que c'est un problème simplement de logistique, d'avoir suffisamment de place en première année dans les amphithéâtres pour accueillir tous les étudiants. Donc ça restait très large. Il fallait bien sûr avoir réussi le bac, mais sinon ça restait très large. Alors, est-ce qu'on peut faire psychomotricien avec une spécialité sport et psychomotricien que sport? Oui, alors on peut toujours. Alors plusieurs possibilités. Soit on a des étudiants qui sont issus de la filière sport de haut niveau et qui, après l'obtention du diplôme, sont dans une logique de transmission sur les sportifs qu'ils ont connus ou les nouveaux sportifs qui arrivent. Mais actuellement, la majorité des psychomotriciens qui sont dans le milieu du sport sont soit intégrés dans le dispositif fédéral, soit à l'Institut national du sport, soit dans les grandes fédérations, soit ils interviennent directement dans les clubs professionnels dans un premier temps. Donc le secteur du football et de l'athlétisme qui se professionnalise accueille de nombreux psychomotriciens, mais ça tend maintenant à se développer, notamment dans les sports d'opposition, etc., où ça demande vraiment des compétences psychomotrices très développées. Voilà, donc, mais c'est un choix post-obtention du DE. Toutes les possibilités sont ouvertes. On peut faire kiné aussi, dans le sport. Oui, c'est pareil. Il y a même des formations, des diplômes universitaires de kinésithérapie du sport. Donc oui, c'est possible. Voilà, 2 alternatives entre psychomotricité et kiné. Alors, comment faire si on échoue au 2e cycle? Doit-on tout recommencer? Donc en dehors de la première année, ensuite on a bien sûr la possibilité de redoubler. Donc en fait de chaque année d'études, donc 2e année, 3e année, 4e année, 5e année, 6e année, vous avez des examens en juin et vous avez un rattrapage en septembre. Si vous ratez aussi le rattrapage, vous avez la possibilité de redoubler. Après, le nombre de redoublements le long des études est quand même limité. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est de l'ordre de 3 redoublements maximum par cycle, je crois. Mais donc, vous n'êtes pas obligé de tout recommencer, vous allez redoubler. Peut-être que Margot, c'est un peu mieux les redoublements. Je sais que c'est assez compliqué.
il y a des modalités qui sont par rapport si on a des matières ATP ou pas ATP qu'on peut rattraper après sur des années suivantes. En plus, c'est vachement filière dépendant, c'est assez difficile là-dessus. Je ne sais pas exactement les modalités de... Enfin, en tout cas, il y a toujours la possibilité de redoubler, voire même de faire des années de césure. Vous n'allez pas tout recommencer. Le fait de tout recommencer, c'est vraiment si vous avez redoublé un nombre de fois très important. En pharmacie, on ne peut pas faire plus de 3 fois la même année. En revanche, toutes les unités d'enseignement qui sont validées restent acquises. Donc si on redouble, on a dans son année à redoubler à refaire que les unités d'enseignement qui n'ont pas été validées. C'est un peu pareil en médecine. En fait, on ne refait pas non plus tous les stages s'ils ont été validés. On a aussi le côté pas plus de 3 redoublements par année, mais il y a aussi pas plus de je ne sais plus combien par cycle. 5. C'est 5 par cycle, 5 tous les 3 ans, je crois. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'on ne pourrait plus redoubler... Ah non, mais là, c'est que le portail santé, c'est tout. Voilà. C'est que le portail, voilà. Il n'y a que le portail santé qui n'aura plus de redoublement. Donc ça correspond simplement à l'entrée dans les études médicales. Ensuite, quand on est rentré dans les études, on a bien sûr des possibilités de redoublement. Alors, est-ce que le tutorat se fait tout au long de chaque cycle ? En médecine, du moins, donc le tutorat existe seulement actuellement pour la PACES. Peut-être que pour l'externat, donc le 3e cycle, il y aura un tutorat qui se montera aussi. Je sais que dans d'autres études, donc par exemple dans les études de pharmacie, il existe un tutorat d'année supérieure donc pour les études après la PACES. En kiné également, il a vu le jour cette année. Voilà, donc pour l'instant, c'est très axé sur l'entrée dans les études de santé, donc que ce soit en PACES ou dans l'avenir pour le portail santé. Après, oui, c'est peut-être amené à se développer plus pour la suite des études dans chaque filière. Alors, une question corollaire, est-ce que le tutorat sert à compléter une écurie ou à la remplacer ? L'un ou l'autre. Enfin, actuellement, en PACES à Marseille, le tutorat peut très bien se suffire à lui-même pour apporter l'aide nécessaire au travail des étudiants en PACES. Il y a également beaucoup de monde qui le prennent en complément d'une prépa, donc pour apporter des QCM en plus, un entraînement supplémentaire. Mais c'est tout à fait possible de réussir en ayant uniquement le tutorat et pas de prépa à côté. Enfin, c'était mon cas et je ne suis pas la seule. Ouais. Alors, faut-il faire une année de prépa avant les études de sage-femme et pouvons-nous y parvenir avec un bac ST2S ? Une année de prépa, je dirais non avant les études, puisqu'on correspond actuellement à l'entrée en PACES, donc on va se retrouver comme nos collègues en médecine, en kiné, donc l'entrée dans les études est exactement la même. Concernant le bac, bien évidemment, je reviens sur ce qu'a dit Mme Chaumoître, les bacs S sont actuellement, par rapport au concours, les plus à même à réussir, mais tout bac peut s'inscrire en choisissant les unités d'enseignement de PACES pour s'orienter sur le concours ensuite maïeutique pour rentrer. Si vous êtes motivé, que vous en avez envie, tout le monde a sa chance, malgré les fortes dimensions médicales et scientifiques réclamées par le concours. Alors, le domaine de la psychologie pure n'ayant pas été abordé, puis-je vous demander où est-il possible de trouver des renseignements ? Alors, la psychologie, ça fait partie des sciences humaines et non pas des sciences de santé. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver la visioconférence sur les sciences humaines qui est disponible sur le site de l'ONICEP. Voilà, on l'a filmée, donc si vous voulez la regarder. Le but étant justement d'avoir des profils plus variés d'étudiants. Par exemple, de commencer par une année de psycho, voire une L2 de psycho, et après d'essayer de rentrer en maïeutique et d'apporter ses connaissances en psycho dans d'autres filières plus médicales. Bien, je vois que le lycée Zola est en train d'écrire une question. On attend votre question et ensuite... Ah oui, vous croyez ? Bon. Voilà, pardon, on n'a pas entendu la réponse concernant la sage-femme. Alors, je sais pas, le micro est pourtant le micro marche. Je disais donc que pour pouvoir rentrer... Vous m'entendez ? Pour pouvoir rentrer effectivement dans les études de sage-femme, il n'y a pas de prépa à faire en amont, puisque actuellement donc, c'est la PACES qu'il faut réussir. Donc quel que soit votre bac, vous pouvez vous inscrire en PACES. Après, comme l'a dit le professeur Chaumoître, le bac S est le plus à même à vous permettre de réussir. Mais si vous êtes motivé, vous pouvez réussir bien évidemment avec le bac que vous avez. Voilà, une dernière question. Le tutorat est-il payant ? Le tutorat coûte actuellement au maximum 55 € par an. Ce sont des frais qui servent en fait à imprimer surtout les documents que nous fournissons. Ce sont des frais de fonctionnement, les étudiants étant bénévoles. Et après, par rapport à votre question sur
remplacement ou complément d'une écurie, c'est un choix à faire. C'est tout à fait possible de prendre seulement le tutorat qui fournit l'aide nécessaire. C'est également possible de le prendre en complément d'une prépa. Le tutorat fournit justement des formules qui sont à prendre en complément d'une prépa pour les gens qui choisiraient de prendre une prépa à côté. Mais il peut très bien se suffire à lui-même aussi. Merci. Un petit mot de conclusion pour cette visioconférence. Nous allons terminer. Écoutez, j'espère que vous avez tous pu voir la diversité des métiers de santé, que tous les gens présents étaient passionnés par leur métier et avaient tous envie de vous avoir bientôt dans leurs différentes écoles. Et globalement, je vous conseille simplement d'être passionné par ce que vous voulez faire et de voir plutôt le métier que vous voulez faire plutôt que les études, en sachant qu'effectivement, quelles que soient les études de santé, il faut être passionné, il faut savoir se donner les moyens pour réussir ses études, mais tout le monde peut y arriver. Merci, donc au revoir à tous et puis merci aux intervenants d'avoir participé. Au revoir.